Madame, Monsieur, bienvenue dans ce dossier de la rédaction. La République démocratique du Congo a 62 ans d'indépendance. Le récent anniversaire a coïncidé avec l'enterrement à Kinshasa de Patrice Emery Lumumba. On aurait cru que c'était aussi la fin du deuil. Pourtant, pas totalement. C'est ce qu'on va essayer de démontrer dans ce dossier de la rédaction où on a un expert, un invité. Et pourquoi lui, Alain Boma? Bonsoir. Bonsoir Julie Sefou. L'invité de ce soir n'est autre que Monsieur Toussaint Tshilombo Sand. Il est professeur des universités, ancien ministre de la Communication et Médias, membre du PPRD. C'est lui qui a fait découvrir au public Chilantembwe. Chilantembwe, c'est l'endroit où a été exécuté le héros national Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons. Bienvenue, monsieur le professeur. Merci beaucoup pour l'invitation, Abiwan. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, ça fait 62 ans que la RDC est indépendante. Quel bilan vous faites? Écoutez, 62 ans, c'est à la fois beaucoup, c'est aussi peu. C'est à la fois beaucoup parce que la République démocratique du Congo est aujourd'hui un sage, un adulte responsable, consciencieux de ses responsabilités face à sa population et qui doit faire tant soit peu pour répondre aux attentes de cette population-là. Et je crois que tous ceux qui se sont succédés à la commande ou au pouvoir en République démocratique du Congo et ceux qui aspirent à y arriver doivent prendre conscience de cette situation parce que nous devons quitter un passé glorieux vers un avenir meilleur. L'avenir meilleur implique beaucoup de choses. Ce qui explique que la population de la République démocratique du Congo doit se sentir accompagnée, doit se sentir soutenue, doit se sentir à l'aise et vivre le bonheur qu'on a toujours attendu lorsqu'on a accédé à l'indépendance, puisqu'on n'est plus sous le joug du colonialisme. Selon le professeur Tshilombo, qu'est-ce qui n'a pas été fait durant les 62 dernières années qui devait être fait? Je crois que, honnêtement parlant, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites parce que les attentes de la population sont nombreuses. Et cette population qui entend souvent parler des potentialités, surtout en ressources du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo, son pays, cette population se pose des questions. Pourquoi elle ne vit pas dans les paradis par rapport à ce qu'on laisse croire? Ce qui explique que l'expérience du passé, pour ne pas dire les erreurs, doit servir à ceux qui dirigent de telle sorte à ce qu'on puisse rectifier les tirs. Là où ça n'a pas marché pour un régime, le régime qui est là doit rectifier et doit faire de sorte à ce qu'après son passage, que les traces, je n'ai pas dit les traces soient visibles et de dire qu'à l'époque de tel ou de tel, on a accédé à ceci, on a accédé à cela. Il ne faut pas que nous puissions nous retrouver 62 ans après dans une situation où la population n'a pas accès à l'eau, n'a pas accès à l'électricité. Et pourtant, nous avons un grand site énergétique qui est le barrage d'Inga, dont on prétend, je dis bien, dont on prétend qu'il peut servir toute l'Afrique et une partie du monde. Mais lorsque nous voyons la situation, rien que de l'énergie électrique chez nous, ça pose problème. L'eau courante, rien que pour la ville de Kinshasa, la capitale, c'est tout un problème. Vous voyez, ce sont des choses peut-être mineures, mais qui sont des signes révélateur par rapport à ce qu'attend la population. Donc, il y a des avancées, il faut les reconnaître. Honnêtement parlant, il y a des avancées. Et aussi, il faut tenir compte d'une réalité. La population congolaise d'aujourd'hui n'est plus la population congolaise des années 70. Elle est très exigeante, elle est trop réclamatrice et elle attend beaucoup. Elle se comporte comme un consommateur qui doit faire un choix par rapport à la qualité de biens à consommer. Alors, cette population congolaise qui réclame des choses avait aussi longtemps réclamé la lumière sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, mais ce que n'avait peut-être pas fait, et c'est là où vous avez été l'éclaireur, c'est d'aller jusqu'au lieu du crime, n'est-ce pas? C'est avec vous qu'on a découvert ce site. Et comment l'avez-vous découvert? Merci beaucoup, Madame Gély, merci beaucoup, Papy. Mais je pense que, Alain, je pense que
l'honnêteté intellectuelle me pousse à vous dire, me condamne à vous dire que, paix à son âme, c'est au gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda, le premier gouverneur de la province du Haut-Katanga, après le démembrement, qui a pris l'initiative d'ériger un mémorial pour les 3 héros, même si on parle plus de Lumumba, mais ils étaient 3. Il y a Lumumba, il y a Mpolo et il y a Okito. Et il a découvert les sites où a été exécuté Lumumba et ses compagnons, et il a commencé à réhabiliter cet endroit. Malheureusement, il n'est pas allé beaucoup plus loin parce que son mandat est arrivé à terme, donc il n'avait plus la liberté de continuer ce qu'il avait fait. Et la question qu'Alain me pose, c'est par un pur hasard, dans une activité politique, vous avez dit tout à l'heure que je suis membre du PPRD, c'est dans une activité politique en 2017, j'accompagnais Ramazan Chadari, le secrétaire permanent de mon parti, dans une activité politique à Likasi. Et curieuse coïncidence, le véhicule qui m'a amené est tombé en panne à un endroit précis. Et pendant que j'étais là, on attendait parce qu'on a appelé la société qui devait nous envoyer un autre véhicule, c'était un véhicule de location. Le conducteur me dit, professeur, est-ce que vous savez que nous sommes à un endroit où il y a un avion dans la brousse? J'ai dit, un avion dans la brousse, je crois que vous avez ça sur les images. Ah oui. Et il va me pointer, effectivement, j'ai vu dans la brousse un peu plus loin, je peux estimer à 4-5 km, j'ai vu le bout d'un avion. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une piste d'atterrissage? Est-ce qu'il y a un ancien aérodrome? Il me dit non, l'avion se trouve à l'endroit où on a tué Lumumba. J'ai dit quoi? Il dit oui, c'est là où on a tué Lumumba et c'est le gouverneur Kazembe qui a commencé à faire les travaux. Et vous l'avez dit, ancien ministre de la communication et des médias, professeur des universités, j'ai pris mon appareil de téléphone et j'ai commencé à filmer. Réflexe, ouais. Alors, je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut arriver à cet endroit? Il dit oui, il y a une route, mais en terre. Bon, attendons, lorsque le second véhicule va arriver, on va faire de sorte à ce qu'on y arrive. Voilà comment j'ai découvert cet endroit et je me suis permis, ça je l'ai dit, pas plus que vous m'avez invité, avec la complicité de Biwan, parce que j'ai envoyé ces images à quelques-uns de vos confrères, les professionnels des médias, mais c'est Biwan qui a été réceptif et qui a mis ça sous forme professionnelle pour que cela soit diffusé, et ça a permis que le reste du monde puisse découvrir cet endroit-là. Donc voilà un peu dans quelles circonstances j'ai découvert le site de Chilantembo 2, où a été exécuté dans la nuit du 17 janvier 1961 Patrice Emery Lumumba, Mpolo et Okito. Mais l'exécution, d'après les informations recueillies sur place, on a commencé par éliminer d'abord Okito, on a éliminé Mpolo, et Lumumba était le dernier à être exécuté. Et d'après ces sources, pourquoi ce choix? Je peux m'hasarder vous dire que le choix n'était pas précis par ceux qui ont exécuté Patrice Lumumba et ses compagnons. Je crois qu'il fallait trouver un endroit qui soit beaucoup plus loin d'Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, un endroit qui n'attire pas la curiosité, et en pleine brousse, c'était la bonne affaire. Mais en pleine brousse où? Je pense que pour ceux qui veulent constituer Chilantembo, c'est à peu près à 50-55 km lorsque vous venez de Lubumbashi, vous allez vers Likasi, et ils ont vu une entrée en terre, je crois. C'est là où ils se sont dit, ici, ça va faire l'affaire. Mais pour dire qu'ils avaient déjà choisi, non. Parce que, je crois, nous y reviendrons, ce n'est pas le lieu qui était choisi pour que Lumumba soit exécuté ou qu'il soit acheminé. Parce qu'au départ, l'avion qui a mené Lumumba et son compagnon avait pour destination Bakwanga, actuellement Mbujimayi. Donc Lubumbashi n'est que par ricochet qui sont arrivés suite au refus catégorique des Kalonji Molopwe. Et maintenant, on les avait coupés en morceaux, c'est ce qu'on a appris, que l'on sait, et peut-être, mais finalement, on avait mis aussi de l'acide. À quelle quantité? C'est parti d'où jusqu'à où pour quand même éliminer 3 personnes? Madame, je pense que la question que vous posez peut faire plusieurs sujets de thèse. Parce que selon ce qu'on rapporte dans les médias et ce que moi j'ai découvert sur place,
ce sont des choses différentes. D'abord, vous avez parlé des quantités. Pour fondre un corps humain dans de l'acide, il faut voir quelle quantité on amène. Et n'oublions pas, c'est une opération qui se fait à la va-vite. On a envie que cela ne puisse pas attirer la curiosité. Et venir avec une quantité énorme d'acide à cet endroit-là, ça pose problème. Ce qui explique que je suis de ceux qui pensent que ceux qui allèguent que le corps de Patrice Emery Lumumba, d'Mpolo et de Okito ont été fondus sur place à Chelatembo, je dis non. Par contre, moi je m'inscris dans une autre logique qui est celle d'avoir déplacé les restes de Patrice Emery Lumumba, d'Mpolo et de Okito vers une usine de fabrication d'acide qui n'était pas loin, à peu près à 50 autres kilomètres du lieu, où on a fondu ce corps dans des cuves. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le dernier survivant qui a découvert avec son père, le chef coutumier de Chelatembo, avec qui j'ai parlé, d'ailleurs sur les images vous avez vu, je suis allé m'incliner sur sa tombe parce que quand je suis revenu 3 ans après, il était déjà décédé. Oui. Lui m'avait dit ceci. Dans l'après-midi du jour suivant, donc nous sommes les 18, après-midi, il y avait 3 Jeeps Land Rover et une camionnette avec de fûts. Suivez bien, avec de fûts, il a apprécié à peu près à 6 fûts qui étaient sur la camionnette, sont arrivés sur les lieux. Parce que son père et lui étaient dans la nuit du 17 au 18 janvier 1961 partis à la chasse à l'éléphant. C'est en ce moment-là, aux alentours, d'après ses estimations, 21h, 22h, qu'ils ont entendu des moteurs de voitures, de bruit, qui sont arrivés, c'est en pleine brousse, ils se sont posé la question, qui c'était? Premièrement, ils ont cru que c'était des chasseurs comme eux qui sont venus aussi à la chasse d'éléphants. Mais il y avait plusieurs véhicules. Et ils ont constaté qu'il y avait 4 Jeeps Land Rover, il y avait 2 limousines Impala, c'était le véhicule de luxe qui était des voitures officielles de l'époque, et il y avait 2 Jeeps qu'on appelle communément, qu'on appelait à l'époque Willy. Et je suppose que c'est à bord de ces 2 Jeeps qu'il y avait Lumumba et ses compagnons. Eux n'ont pas vu ce qui était dans le véhicule. Ils se sont cachés sur une monticule que l'on appelle communément au Katanga Bisukulu. C'est une monticule. Ils se sont cachés pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ils ont entendu le crépitement de balles. Mais c'était répétitif. Pour les pères, les chefs coutumiers de Chelatembo II et son fils, les chasseurs sont tombés face à un éléphant énorme qui a nécessité que ces balles-là puissent mettre fin à ce parce qu'on avait besoin de cet éléphant. Mais ils ne se sont pas rendus sur le lieu au même moment. Ils ont eu peur de s'approcher. Ils sont rentrés d'abord au village. Mais c'est à l'aube, aux petites heures du matin. Il a estimé aux alentours de 4h30, 5h, ça c'est moi qui interprète, et ils sont allés pour quand même voir quel était cet éléphant, puisque dans la tradition, lorsqu'un chasseur abat un gibier de gros calibre, on enlevait tout juste une petite partie, on partait pour revenir après les dépêcher et autres. Et donc, puis les chefs ont lui réservé quand même des morceaux spécifiques. Écoutez, nous sommes... on vient d'avoir l'indépendance, donc il y a encore... Parce qu'ils ont vu de blancs. Là, au moins, il a reconnu qu'il y avait de blancs. Donc, c'était... Un noir ne pouvait pas s'approcher là où le blanc était. Alors, c'est aux petites heures du matin qu'ils vont quand même aller, par curiosité, pour voir quel est cet éléphant, de quelle grandeur, qui a nécessité autant de balles qu'ils ont entendues. Alors, en cherchant, ils n'ont rien vu, mais ils ont été perspicaces. Ils étaient déterminés et finalement, ils vont voir au bas d'un arbre, qui est l'arbre du supplice, ils ont vu des traces de sang, beaucoup de sang. Mais ça ne s'est pas limité là. Mais ils ont vu qu'on a tiré, donc il y avait des traces de ce sang qui est allé à peu près à 20-25 mètres de l'arbre.
Ils ont suivi, puisque pour eux, l'éléphant a reçu des balles et s'est tiré, il est parti tomber quelque part. Ils ont suivi, paf, à leur grande surprise, ils vont trouver une tombe faite à la hâte et une main gauche qui est ressortie du sol. Effectivement, on peut dire une fosse commune. Non, au départ, c'était une tombe et une main. Mais eux ne savaient pas s'il y avait deux ou trois personnes. Ils ont vu une main. C'était une main gauche, parce qu'il a bien précisé, c'était une main gauche. Alors, pris de peur et de panique, le chef coutumier et son fils, à l'époque, il avait 18 ans, le fils avait 18 ans, un bon chrétien catholique, a décidé d'aller donner l'alerte à une mission catholique qui est à peu près entre 12-15 km du lieu. Il a pris son fils sur un vélo, ce que le fils me dit. Ils sont arrivés devant la mission. Mais par précaution, le père va dire à son fils de ne pas entrer avec lui dans la mission, qu'il reste dehors, en lui faisant une recommandation. Si je traîne, ou si je ne sortais pas de la mission, tu rentres vite au village, tu dois raconter au village ce que nous avons vu et pourquoi je suis resté à la mission. Je suppose que c'est à partir de cette mission qu'un message phonique a été envoyé à Elisabethville, donc à Lubumbashi, pour dire, attention, ce que vous avez fait cette nuit vient d'être découvert. Donc vous avez intérêt à venir faire disparaître toutes les traces. Voilà comment est-ce que dans l'après-midi, pas dans la matinée, c'est dans l'après-midi, puisqu'il a dit en swahili, Kisha midi, donc après-midi. C'est dans l'après-midi que 3 jeeps Land Rover et une camionnette avec 6 fûts vont arriver pour exhumer les corps, je suppose, le couper en morceaux, le mettre dans le fût et les amener sur le lieu où on a fondu. Je maintiens ma thèse qu'on ne peut pas déplacer autant de quantités d'acide sans que cela ne puisse laisser des traces pour venir fondre le corps sur le lieu de l'exécution. Et surtout que c'était fait à la va-vite. Oui, et c'était fait à la va-vite. Donc c'était fait à la va-vite. Ce qui explique, madame, monsieur, pour nos téléspectateurs qui suivent, nous devons être conscients que c'est une situation qui avait comme adversaire le facteur temps. Plus on faisait vite, les traces disparaissaient. Alors je vois mal, parce qu'on parle des Occidentaux, c'est là où il faudra que nos téléspectateurs puissent prendre conscience. J'ai entendu dire un moment que les indépendantistes katangais, mais ceux qui sont revenus pour faire disparaître le corps, ce n'étaient pas des Noirs, c'était des Blancs. Voilà où il faut que l'on puisse séparer les responsabilités. Parce qu'il se pose ici, bien sûr, on nous a rendu la relique de Patrice Emery Lumumba. Est-ce qu'on a parlé de la réparation? Il va se poser notre problème. Je crois que c'est vous qui êtes mieux placé pour me poser des questions. Et lors des obsèques, le polo et au Quito. Lors des obsèques à Bruxelles, sa fille Juliana a fait un discours mémorable où il s'est posé beaucoup de questions. On ne connaît toujours pas les circonstances de sa mort, qui a décidé de la mort. En tout cas, tout ça a versé un hic. Madame, monsieur, je pense que Juliana Lumumba était responsable dans la série des questions qu'elle a posées. Elle s'adressait à son père. Nous avons tous suivi. Père, qui t'a tué? Qui a décidé de te tuer? Où t'as-tu tué? Donc, toutes ces questions méritent réflexion et enrichissement de nous, le vivant. Parce que cela fait partie de notre mémoire. Cela fait partie de notre histoire. Lumumba, ne l'oublions pas, n'a pas appartenu qu'à la République démocratique du Congo. Lumumba appartient à l'humanité. Parce que lorsque vous allez dans plusieurs pays, vous trouvez des sites, des mémorials, des avenues, des rues, des places qui portent le nom de Patrice Emery Lumumba. Ce qui explique que nous avons ce devoir de mémoire de chercher à répondre aux questions que Juliana Lumumba, la fille de Lumumba, a posées à son père, malheureusement qui ne peut plus répondre. Et aussi, il nous faut reconnaître la réaction de la Belgique par son Premier ministre qui a trouvé que ça ne pouvait pas se faire. Et pendant longtemps, nous nous sommes tus. Il a parlé. Donc, je crois que nous sommes déjà sur la voie de ce que moi je pense
et je ne suis pas le seul, je crois que d'autres personnes, même nos téléspectateurs, les téléspectateurs de B1 sont d'accord avec moi, il faut qu'on arrive à la réparation. Parce que nous devons nous mettre dans une situation d'inverser les rôles. Admettons que c'était des Congolais qui avaient assassiné un premier ministre belge. Et d'un pays indépendant, parce que nous sommes au lendemain de l'indépendance. Nous étions déjà souverains. Ouais, souverains. Ce qui explique qu'il y a une violation flagrante de notre souveraineté. Peu importe les implications internes, mais nous voyons que parmi les acteurs, il y a des acteurs extérieurs. Et nous devons aussi être conscients que l'assassinat de Lumumba et de ses compagnons, ça restera un mystère pendant très longtemps. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne connaîtront pas vraiment la vérité sur cette exécution. Donc, raison pour laquelle nous devons faire notre deuil. Oui, le deuil, nous devons le faire. Ne nous trompons pas. Tourne la page. Non, on ne peut pas tourner la page. Nous avons un soulagement. Personne qui pourra répondre à ces questions. Nous avons un soulagement par rapport à nos us et coutumes bantous, particulièrement dans les centres du pays. Lorsqu'il y a un mort et qu'on ne retrouve pas le corps, on peut même prendre ses habits pour procéder à l'enterrement. Nous avons, nous, la République démocratique du Congo, ça, il faut le reconnaître, le gouvernement de la République a fait ce qu'il pouvait avec le chef de l'État qui c'est sous son mandat, ça sera reconnu comme tel. On a enterré la relique de Patrice Emery Lumumba. Mais il y a des questions qui restent pendantes. Qu'est-ce qu'on fait d'Okito? Qu'est-ce qu'on fait d'Mpolo? Ils ont été élevés au rang de grand officier de l'ordre national. C'est pas suffisant. Mais cela ne permet pas à leur famille de faire le deuil. Parce que ces familles-là se posent des questions. Je vais vous dire, j'ai reçu l'appel du petit-fils ou de l'arrière-petit-fils d'Mpolo qui me pose la question, comme Alain l'a dit, mais monsieur le professeur, c'est vous qui avez fait découvrir. Nous, la famille Mpolo, nous avons l'impression que c'est seulement la famille Lumumba qui est en exergue, mais nous, les Mpolo, nous pensons aussi... Non, nous, les Okito, puisque c'est les petits-fils des Okito, les petits-fils, l'arrière-petit-fils, qui me posent la question. Nous n'existons pas. Nous devons aussi exister. Il ne faudrait pas qu'on parle uniquement de Lumumba, on doit parler d'Mpolo et de Okito, ses compagnons. Mais lorsque vous arrivez à Chilatembo, ça c'est l'actuel gouvernement provincial du Haut-Katanga avec le gouverneur Jacques Yaboula qui ont terminé les mémorials. Vraiment, ils ont fait un travail titanesque. Hein? Il faut les reconnaître, bravo à eux. Le travail initial de Jean-Claude Kazembe, il avait prévu les stèles. Et les stèles ne se limitaient pas à Lumumba, à Mpolo, à Okito. Il avait même pensé à tous ceux qui ont dirigé le pays. Feu M. Laurent Désiré Kabila, feu le maréchal Mobutu, feu Joseph Kasavubu, et aussi pour l'histoire du Katanga, il y a Tshombe, il y a Kimba. Donc il avait prévu, donc lorsque vous arrivez à cet endroit-là, d'ailleurs si vous remarquez les images que vous avez exploitées, que je vous ai fait parvenir, le site a été aménagé. Maintenant, c'est devenu un site touristique, un site de souvenirs pour le monde entier, pour ceux qui pensent Lumumba, peuvent s'y rendre. Personnellement, j'aurais souhaité que cette relique soit ramenée à cet endroit-là. Mais bon, écoutez, les autorités du pays ont décidé que ça se passe à Kinshasa et que nous nous plions. Oui, mais ça aurait été mieux que ça se passe à cet endroit parce que tous ceux qui vont aller rendre hommage à Lumumba et à ses compagnons aillent à l'endroit où il a été exécuté. Parce que vous trouvez toutes les pièces qui sont là. L'avion, c'est pas l'avion exact, hein, mais c'est le type d'avion qu'il avait amené, un avion Dakota, qu'on appelle communément DC-4, qui est là. L'arbre qui a servi de potence. Curieusement, cet arbre, vous trouverez que le tronc de l'arbre s'est asséché. Mais au niveau du feuillage, il y a encore. Et vous avez les impacts de balles. Lorsque Bian a relayé mon information, beaucoup de personnes avaient mis en doute. Il y a même ceux qui ont soutenu que ce n'était pas les lieux, c'était faux. Mais jusqu'à la seconde où nous parlons, on ne nous a pas montré le contraire. Et aujourd'hui, les événements nous donnent raison, puisque ce sont les images que vous, Biwan, vous avez permis au monde entier de découvrir par rapport au petit travail amateur qui a été fait par moi d'une manière circonstancielle, qui fait que
C'est cet endroit qui a été réhabilité, aménagé et qui sert aujourd'hui de lieu de mémoire pour Patrice Emery Lumumba, de Mpolo et de Okito. Vraiment, je pense que même dans les manuels d'histoire, pour nos enfants et pour l'avenir, il faut qu'on puisse insister. Lorsqu'on parle de Lumumba, il faut toujours lui associer Mpolo et Okito. C'est ça qui soulagerait la douleur des arrière-petits-fils de Polo et de Okito? Mais, madame, je pense que Biohan ouvre une porte à une longue histoire. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas que 3. Non. Ils étaient 11. Et où sont passés les Ils 8 étaient autres? 11. Et lorsque vous voyez les documentaires que vous avez diffusés, vous avez mis sur une forme acceptable par rapport à mon travail amateur, j'ai dit dans les commentaires qu'à la sortie du camp Hardy, en Bazangungu, Tisville, ici à côté, il y avait 2 convois. Un convoi qui a pris la droite à la sortie du camp, donc c'est la route qui mène vers Léopoldville, Kinshasa. Dans ce convoi, il y avait un camion à bord duquel il y avait 8 autres prisonniers. Entre autres, le père de Christophe Muzungu, L'actuel ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, le père de l'artiste musicien Abeti Masikini. Donc ils étaient 8, parce qu'au départ ils étaient 13. Et le convoi qui va prendre la gauche en allant vers Matadi, c'est dans ce convoi-là qu'il y avait Lumumba, Mpolo et Okito. Avec une exception. Dans le convoi qui va aller vers Matadi, c'était des Jeep Willy de l'armée avec une limousine Impala dans laquelle était Lumumba. Mais il faut que nos téléspectateurs comprennent. Au départ, Lumumba était seul dans la voiture lorsqu'on allait l'amener vers la direction de Matadi. Mais il a eu peur, il s'est posé des questions. Pourquoi seul alors que les autres je suis avec les autres? Ouais. C'est ainsi que, hasard de l'histoire, qui a choisi, on ne sait pas, que Mpolo et Okito seront descendus du camion où ils étaient à 10 pour venir rejoindre Lumumba. Est-ce par préséance, je les prends protocolaire, je ne sais pas, puisqu'il y avait un Premier ministre, un président du Sénat et un ministre de la Défense. Donc, c'est un peu difficile pour nous ici de comprendre, parce que ceux qui sont mieux placés que nous, surtout moi, peuvent donner des réponses, les historiens. Je ne suis pas historien, moi je suis que professeur des sciences politiques et des droits. Donc, c'est que les historiens. Et cette affaire est politique, hein, monsieur le professeur. Oui, l'affaire est politique, mais il faudra que nous ne puissions pas y mettre trop de sentiments. Nous devons rester objectifs. Il faudra que les recherches soient faites par des spécialistes qui vont peut-être nous donner les pistes de solutions. Parce que, madame, il y a aussi une autre thèse. Une autre thèse qui n'a pas été suivie, parce que certaines personnes soutiendraient que, à l'époque coloniale, tout chef ou leader qui émergeait, qui mettait à mal la politique coloniale, on lui coupait la tête et la tête était amenée en Belgique. Reste à savoir, ce serait peut-être comme ça que la danse s'est retrouvée de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Parce que comment on a extrait la dent? Et quelle dent? Quelle dent? Oui, monsieur. Ce ne sont pas les incisives, c'est une dent, une molaire. Une molaire. Donc, alors, j'imagine quelle a été la douleur atroce de Patrice Emery Lumumba, quoique mort, lorsqu'il fallait extraire. Et il se pose aussi un problème. Un documentaire a été diffusé sur TV5 il y a quelques années, où le prétendu détenteur des dents, aurait déclaré que j'avais une dent que j'ai jetée dans la mer. Mais nous apprenons qu'il y avait 2 dents. C'est là où je dis les spécialistes, les historiens, les investigateurs, donc doivent continuer. Parce que c'est vrai que la famille biologique a dit que c'était réellement la dent de Lumumba, mais est-elle si expérimentée que ça? Tout de suite, on peut dire non. Écoutez, ça relève maintenant du domaine des légistes. J'ose croire qu'on aurait pu faire des tests ADN de la dent et des enfants, puisque ce sont les descendants de Lumumba qui étaient là. Bon, est-ce que cela a été fait?
on ne sait pas. Cela n'a pas été fait, on ne sait pas. Mais nous, opinion publique, nous nous contentons de ce qu'on nous a donné comme information. Mais cela n'empêche pas que nous puissions nous poser des questions. Cela n'empêche pas. Monsieur le professeur, le convoi qui avait pris la direction de Kinshasa, Oui. c'était pour quelle destination? C'était pour rentrer à Kinshasa, mais au finish, d'après l'histoire, ces 8 personnes ont été amenées à Bakwanga, Mbujimayi, où malheureusement eux aussi ont trouvé la mort. Parce que au moins leur corps a été retrouvé. Je ne saurais pas répondre à cette question. C'est très difficile que je réponde à cette question puisque personnellement, je ne me suis pas penché sur le sort des 8. Ce qui m'avait intéressé, c'était Lumumba. Parce que lorsque le convoi de gauche qui partait vers Matadi, ce n'était pas à Matadi que le convoi est parti. Le convoi a quitté Tisville, Mbanzangungu, pour Lukala. C'est là où il y a une société de ciment. Il y a Lukala et Kimpese, mais ils sont partis à Lukala. De Lukala, les 3 prisonniers ont été embarqués dans un hélicoptère qui les a amenés jusqu'à Mwanda. À Mwanda, précisément, à la base militaire qu'on connaît sur le nom de Kitona. C'est de là que l'avion Dakota TC4 va décoller avec pour destination Bakwanga, Mbujimayi. Vous avez suivi le monsieur Kalonji Mulopwe, qui était à l'époque roi du Sud Kasaï, a opposé un non catégorique pour que cet avion atterrisse à Bakwanga. Donc, Lubumbashi et Libreville, c'est par les hasards de l'histoire que cet avion va aller là-bas. Pourquoi? Parce que le pilote aurait, j'utilise les conditionnels, le pilote aurait fait comprendre à la tour de contrôle de Mbujimayi, Bakwanga, que le carburant, le kérosène, ne lui permettait plus de refaire les voyages dans le sens inverse. D'où il fallait trouver un aéroport le plus proche. Et le plus proche, c'était Elisabethville, qui est Lubumbashi. Et le kérosène a permis que l'avion atterrisse à la Loano, à Lubumbashi. Est-ce c'était pour rester là? Est-ce c'était pour qu'on puisse renflouer le kérosène et que l'avion puisse repartir à Mwanda? Ce sont aussi des questions qui méritent que l'on puisse trouver des réponses. Parce qu'il faudrait à ce que nos téléspectateurs, il faudrait à ce que l'opinion comprenne que la destination de l'avion n'était pas Lubumbashi. Et quel est le rôle qu'avaient joué les autorités de l'époque de la République du Katanga? Je pense que les autorités de la République sécessionnistes du Katanga étaient d'abord surprises. Parce que selon les éléments que j'ai recueillis, lorsque je suis rentré à Lubumbashi, je tiens au passage à vous signaler que j'ai eu la chance de rencontrer la dernière dame qui a servi à manger à Patrice Lumumba à Mbanzangungu. Et une partie de l'histoire, je l'ai tirée d'elle. Elle est encore vivante. Mais ses enfants ne veulent pas que leur maman puisse témoigner parce qu'ils ont peur pour que leur maman, sa vie, soit en danger. Et le mari de la maman, qui était un militaire, puisque c'était l'épouse d'un militaire, qui était conducteur. Il est parmi les conducteurs qui ont amené Lumumba de Tisville à Lukala. Donc voilà un peu comment j'ai l'histoire. Il est parmi. Ce n'était pas lui qui avait la Impala, la limousine, mais parmi les types militaires qui amenaient des militaires, lui était parmi ceux qui ont conduit. Et la dame m'a beaucoup parlé de l'arrivée de Lumumba à Mbanzangungu. Ils étaient d'abord tous enfermés à un seul endroit, mais finalement, on s'est souvenu que ce n'était pas n'importe quel prisonnier, c'était le Premier ministre. On l'a fait déplacer de là où il était avec ses compagnons, les 10 autres, pour le ramener à ce qu'on appelle communément le corps de garde, un peu comme la guérite. Et là, on lui a donné une chaise en bois. Il a demandé de papier, puisqu'il voulait écrire. Et il a dit, lorsque vous voyez Lumumba, vous le voyez avec une chemise manche courte qui semble être blanche. Mais elle n'était pas blanche, elle était un peu jaunâtre. Donc vraiment, il a de la précision. Et le premier jour, Lumumba n'a pas mangé. Il a refusé de manger puisqu'il s'est méfié de ce qu'on a lui donné comme manger. Et sur place, au camp Hardy, donc le camp de Mbanzangungu, qui a aujourd'hui changé de nom, au camp Hardy, il y avait un militaire qui s'appelait
Tokoto ou Okoto. Donc c'est un nom Tétéla. Et celui-là viendra supplier Lumumba pour lui dire, mais grand frère, il faut quand même manger. Et Lumumba lui aurait posé la question si dans les camps, il y avait des femmes Tétéla qui savaient faire le riz et le pondou. Tétéla, oui. Et le monsieur va venir avec 3 dames que Lumumba recevra une après l'autre. Il va retenir 2 et parmi les 2, il y avait Madame Pauline, curieuse coïncidence, qui a le même prénom que sa femme. Oui. Et c'est avec celle-là que je me suis entretenu. Celle que je vous dis qu'elle est vivante, dont les enfants refusent qu'elle puisse témoigner. Mais avec moi, elle a parlé. Vraiment, elle m'a parlé de beaucoup de choses. Et Lumumba va leur apprendre aux 2 dames comment on fait le feuille de manioc Tétéla, avec beaucoup d'huile de palme. Ouais. Et elle m'a dit, chaque fois qu'on amenait à manger, parce qu'on venait à tour des rôles, il vous faisait d'abord manger, goûter ce que vous avez préparé, et vous regardez droit dans les yeux, et après, il mangeait. Je peux m'hasarder dire la fameuse lettre, parce qu'il y a une lettre qui a circulé. Oui, c'était adressé à Pauline. Alors, oui, à son épouse. On a toujours demandé laquelle, parce que tout s'appelait Pauline. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, ce n'est pas prouvé. Je me pose la question, est-ce qu'il n'a pas rédigé cette lettre pendant qu'il était au camp? Et l'une des dames aurait servi de la personne qui a fait sortir. Parce que ces femmes, on ne les contrôlait pas. Lorsqu'elles venaient avec la manger, on ne les soupçonnait pas. Est-ce que ce n'est pas par ces 2 femmes que cette lettre est sortie, si réellement cette lettre a été écrite au moment de sa captivité à Bazangougou? Parce qu'elle avait demandé une feuille et un bic. Oui. Oui, il avait demandé de feuilles. Là, elle a dit, il y avait une table en bois, une chaise, et il a demandé. Donc, on lui a amené. Donc, voilà un peu. Je reviens. Les autorités de la République sécessionniste de Katanga, le 17 janvier 1961, d'après les éléments que j'ai recueillis, Tshombe et son gouvernement étaient à l'hôtel Palace. C'est le nom qu'on m'a donné. Étaient à l'hôtel Palace dans une représentation artistique d'un film ou d'une pièce de théâtre intitulée Liberté. C'est là où, surpris par l'appel, j'insiste, Tshombe a reçu l'appel de Léopoldville du président Joseph Kasavubu, qui lui annonce que je t'envoie 3 paquets et te demande de le recevoir. Tshombe surpris parce que le Katanga a déclaré son indépendance. Ce qui explique que les avions d'Air Congo ne pouvaient plus quitter Léopoldville pour Elisabethville. Et il ne savait pas quoi faire. Il va le dire à son ministre de l'Intérieur. Moi, le code était passé, 3 paquets. Non, 3 paquets. Ben, Tshombe doit avoir demandé, j'ai dit, doit avoir demandé c'était quoi les paquets. Donc, je n'étais pas dans la conversation, je déduis. Parce que le président Kasavubu lui a dit, je t'envoie 3 paquets et je te demande de les accepter, donc de les recevoir. Je suppose que Tshombe a demandé, c'était quoi les 3 paquets. Est-ce que le président Kasavubu lui a dit la vérité? Est-ce qu'il n'a pas dit la vérité? Je ne sais pas. Et Tshombe va se référer à son ministre de l'Intérieur. Renseigne-toi, il semblerait qu'il y a un avion d'Air Congo qui est en air, qui est dans les airs et qui vient vers Elisabethville. Tout ça se passe pendant la projection. Oui. Et Munongo va se déplacer personnellement de l'hôtel Palace où il est avec les autres membres du gouvernement pour se rendre à l'aéroport. Effectivement, lorsqu'il arrive à l'aéroport, quelques minutes après, on annonce l'atterrissage d'un avion Dakota de type DC-4 qui avait à son bord 3 paquets. Et à la grande surprise de Munongo, les 3 paquets c'était Lumumba, Mpolo et Okito. Parce qu'à l'ère des centres d'avion, c'est d'abord Mpolo, Okito et Lumumba. Mais il y a une précision. Ils sont descendus dans quel état? Polo, Lumumba et Okito étaient battus tout le long du voyage. Parce qu'ils n'étaient pas en forme. Lumumba était déjà blessé. Il n'avait plus ses lunettes. Parce que Lumumba chaussait des lunettes. Il n'avait plus de lunettes. Polo, il semble que son état était catastrophique à voir.
ça nécessitait qu'il soit acheminé à un hôpital. Donc, c'est ce que j'ai dit, il y a encore des zones d'ombre. Peut-être que l'histoire permettra ce qu'on découvre, ce qui s'est passé. Donc, les 3 paquets annoncés à Tchombe, c'était Lumumba, Polo et Okito, de la même manière qu'on avait annoncé à Kalonji Mulopwe qu'on t'envoie 3 colis. Vous voyez, les mots changent, hein, mais c'est la même chose. Ouais. À Kalonji, on le dit, on t'envoie 3 colis. À Tchombe, on le dit, on t'envoie 3 paquets. Je suppose le chiffre reste le même. Le reste le même. Puis, Donc, Kalonji Mulopwe dit non. Tchombe, surpris, ne comprenant pas ce qui se passe, dépêche au plus vite son ministre de l'Intérieur, Godefroid Munongo, qui était accompagné du chef de la police, Sapupius. Je précise bien. Sapupius et Munongo vont se rendre à l'hôpital et c'est là où ils vont découvrir, malheureusement, que c'est Lumumba, Mpolo et Okito qui constituaient les 3 paquets qui étaient dans l'avion. Aujourd'hui, que faire? Aujourd'hui, que faire? Parce que le roi était ici, oui. Avec le président de la République, ils ont décidé de tourner la page. Est-ce qu'il faut réellement tourner la page? Je pense que le président de la République et les rois sont responsables par rapport aux engagements qu'ils ont pris l'un vis-à-vis de l'autre, par rapport aux 2 pays, par rapport aux 2 peuples. C'est vrai que nous n'allons pas continuer éternellement à faire ces deuils, mais à un moment, il faut que cela s'arrête. Mais cela ne peut s'arrêter que moyennant certaines conditions. Lesquelles? La réparation. Parce que tout ce qu'on va faire, cela ne va pas ressusciter Lumumba, Mpolo et Okito. Et vis-à-vis de leur famille, ça va se passer comment? Il faudra que nous soyons en mesure, nous, qui sommes restés vivants, à trouver des réponses à donner à ces 3 familles et à leurs descendants. Donc, le gouvernement de la République a fait sa part, la Belgique a fait sa part, mais cela ne s'arrête pas là. J'ose croire qu'il y a une suite. Dans quel sens, on ne sait pas. La page peut être tournée, oui, mais cela ne doit pas faire que nous soyons amnésiques. Pas du tout. Pas du tout. Parce que la mort de Lumumba, d'Mpolo et d'Okito nous ramène un peu à ce que nous vivons dans les temps actuels avec ce qui se passe à l'est du pays. Toutes ces victimes qui tombent par cette barbarie de ces mouvements rebelles qui est en train de créer de la désolation à l'est de la République ainsi que les autres mouvements armés. Mais ce sont nos compatriotes, ce sont nos pères, ce sont nos mères, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont éliminés tous les jours. Un jour, il faudra que nous ayons des réponses à donner aux questions que l'avenir va nous poser. Même pas nous ici directement, mais il faudra qu'il y ait quelques traces où on dira la République démocratique du Congo, à l'époque de, a pu entreprendre des démarches qui ont fait. Aujourd'hui, c'est déjà une des bonnes choses que nous ayons au moins cette relique qui est rentrée au pays suite aux démarches et à l'approche du gouvernement. C'est un succès diplomatique, culturel, de mémoire. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on continue? Je pense que c'est plutôt aux autorités du pays de pouvoir prendre la décision. Ce n'est pas un simple professeur que je suis ou bien vous, les professionnels des médias, qui allez répondre à cette question. Peut-être qu'il y a des tractations, on ne sait pas, mais je crois que c'est de la responsabilité du gouvernement de pouvoir voir est-ce qu'on tourne complètement la page ou il y a encore, parce que soulagement, oui, mais Mpolo et Okito, nous faisons quoi? Ah oui, parce qu'il n'y a même pas eu de relique pour les 2 autres là. Non. Alors, on peut recourir, comme je l'ai dit, à nos traditions bantoues. On cherche les habits d'Mpolo, de Okito, parce que dans la tradition du centre du pays, lorsque le mari mourait, on demandait à la veuve, on enterre le mari ailleurs, mais on demandait à la veuve d'amener les habits, si pas un peu de cheveux ou un peu d'ongles, pour ramener au village de telle sorte à ce qu'on puisse lui faire un enterrement par rapport à la tradition. Je crois qu'on peut aussi le faire pour le Okito et permettre à leur famille aussi de faire le deuil, d'enterrer, et à ce moment-là, on peut se dire que la page est tournée. Mais la question persiste, ce n'est ni à vous ni à moi de répondre à cette question-là.
Merci beaucoup, Monsieur Toussaint Tshilombo Sand, d'avoir répondu à votre invitation. La matière est vraiment abondante. Nous espérons que... Peut-être qu'on en fera des tomes et des tomes. Exact. Ouais. Écoutez. Tant que vous êtes encore là, pour ne pas perdre vos traces, quand vous avez perdu les traces du fils, du papa, de l'autre, l'ancien chef coutumier, c'est important. Oui, mais écoutez, je ne suis qu'un professeur qui a rapporté ce qu'il a vu, mais je ne suis pas spécialiste. Mais si Biwan me fait l'honneur, comme vous venez de me le faire, pour que je revienne et qu'on puisse éclaircir encore quelques points, pourquoi pas? Donc, je crois, de votre côté comme de mon côté, nous pouvons creuser. C'est aussi une occasion de lancer l'appel à ceux qui connaissent un peu plus, à ceux qui connaissent ce que nous n'avons pas développé ici, de venir vers vous, de vous approcher pour que nous puissions connaître un peu. C'est l'histoire de notre pays. Et j'insiste, les historiens doivent marquer cela dans les livres d'histoire pour que nos enfants et nous-mêmes aussi, nous puissions apprendre l'histoire réelle de notre pays et non celle qu'on a voulu nous faire croire. Ça sera aussi matérialiser le testament de Lumumba. C'est à nous d'écrire notre histoire. On peut commencer par écrire celle de Lumumba lui-même. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci Alain Bouma. Merci Julie Seffon. Merci à vous, madame, messieurs.